personne du coup. Là, je débranché le micro et. Ok. Ça, par contre, ça va être moins cool. Non, je vois plus. Ok, ouais, ça marche. Ok. Ça prend pas trop en appui. Donc là, moi, je peux brancher le casque pour pas qu'il y ait personne. Ouais. On essaye. Ah, c'est bon. J'ai relancé le son. Normalement, c'est ok. Ok. Pas trop pas d'écho, pas de pluie. Ok. Il y a un léger décalage. Ouais, je me doutais. Mais je crois qu'il avait dit justement dans la présentation du fonctionnement, ils avaient dit qu'il y avait un léger décalage, quelques secondes. Et ouais, il y a des petits parasites. Ouais. Ah, c'est pour me comprendre ou. Ouais, il faut bien. Je pense Ok. qu'il ne va pas parler trop vite. Et... Ah, faut que j'attitule là. Ouais. Bon, on est. On est pas mal. Hop.
Bonjour à tous. C'est OK pour le son? OK. Donc là, il est 9 heures pour la Guyane, donc il doit être 14 heures pour vous. On va attendre encore quelques minutes, histoire de voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent, et puis on débutera. Il y aura quand même une grosse partie présentation de la thématique, donc développer les compétences de mes salariés. Donc il y aura quand même un peu de contenu à vous présenter. On prévoit quand même un temps pour poser des questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On reviendra dessus pour y répondre du mieux que l'on peut. Donc, on attend encore quelques minutes et on pourra débuter ensuite. Précision qui pose des questions. Alors, rebonjour à tous. Du coup, comme je le disais il y a quelques minutes, on va passer environ 1 heure ensemble, peut-être un petit peu moins, ça va dépendre de vos questions. Il y a un contenu qui est quand même assez dense, mais on prévoit tout de même un espace questions. Donc, vous avez la colonne normalement à votre droite pour poser des questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire, on tâchera d'y répondre au mieux. Alors, du coup, vous participez à un webinaire qui est animé dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle, donc qui dure entre le 4 et le 15 octobre, qui est organisé par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, donc la structure dont j'appartiens, et Antea RH Corps, son association avec nos partenaires nationaux et régionaux. Donc, l'idée, c'est de présenter de manière assez large l'évolution professionnelle, les différentes thématiques qui sont associées. Comme je vous le disais, vous avez la possibilité de poser directement les questions dans l'onglet. On y répondra du coup à la fin du webinaire. Du coup, moi, j'ai pas accès en direct aux questions, donc c'est pour ça qu'on prendra un temps à la fin pour y répondre.
Donc, comme je le disais, donc je vais vous présenter un petit peu les différents opérateurs qui intervenaient. Donc, ces opérateurs du conseil en évolution professionnelle, par exemple, le PGE est mandaté par France Compétences pour délivrer le CEP en Guyane. Donc, du coup, le webinaire de ce matin est animé depuis la Guyane. Donc, ils organisent la semaine de l'évolution professionnelle, comme je disais à l'instant, avec les différents partenaires régionaux et nationaux. Donc, vous avez 100 webinaires thématiques qui sont animés sur ces 2 semaines. Donc moi, je me présente, je suis Franck Sicard, psychologue du travail de formation et conseiller en évolution professionnelle au sein de DGE. Donc j'interviens sur le conseil d'évolution professionnelle depuis quelques années déjà, auprès de différents publics, donc généralement CP, le conseil d'enseignement professionnel et conseil en évolution professionnelle, auprès de différents publics au sein de BGE. Donc je fais le TEP à destination des salariés actifs. On reviendra dessus sur la fin du diapo. Du coup, on va passer environ 1 heure ensemble sur la thématique, donc développer les compétences de mes salariés. Je vais comprendre quel est l'intérêt du coup de développer les compétences de vos salariés et quels sont les outils que vous avez à disposition pour faire ça. Le webinaire sera sur 2 créneaux. Est-ce que le son est mieux là? Toujours pas? Attends, parce que moi j'ai dû rafraîchir ma page. Peut-être qu'il faut qu'elle me charge. A priori, c'est bon. Ok. Les gens me disent que c'est bon. Ok. Bon, on va y arriver. Ok. Bon, désolé pour cette petite coupure, les aléas du lancement. Alors, si ça continue, si la connexion est toujours mauvaise, je couperai sûrement la webcam du coup. L'image est trop. Alors après, on va lancer le diapo, donc je pense que la connexion, vous aurez une meilleure image à ce moment-là. Ah, vous n'avez pas l'image, par contre, ça c'est normal. Attendez. Ouais. Ok. Bon, je vais repartager le document. Du coup. Ok. Est-ce que tu vois le diapo de ton côté? Ok, c'est bon. Donc je sais pas trop où ça a coupé, mais on était vraiment au tout début, donc j'étais pas encore rentré sur le contenu. Là, on est vraiment sur le sommaire en fait de la présentation. Donc contexte et définition, pourquoi développer les compétences de vos salariés, comment développer les compétences de vos salariés, c'est sûrement la question que vous posez le plus, et quelles sont les aides que vous avez à disposition pour mener ça. Alors, contexte et définition.
le constat est assez simple. On se rend compte qu'il y a une accélération et un changement de toute nature, technologique, politique, socio et économique, depuis une dizaine d'années. Il y a un fort besoin de développement, de réactivité, d'adaptation, d'anticipation, d'innovation, de compréhension des évolutions en cours. La matière grise, la qualité des hommes et des femmes deviennent de plus que jamais l'atout essentiel dans un univers plus complexe et plus incertain. Le terme matière grise est important, puisqu'aujourd'hui, on se concentre de plus en plus notamment sur les soft skills, et dans la matière grise, ce qu'on va aussi appeler la capacité de création, d'imagination. C'est, par exemple, quelque chose qui fait défaut au... Alors, attends. On va reprendre depuis le début. Ça défile là. Tu es sur développer les compétences, tu es sur le titre. Là, je suis sur contexte. Merde, pourquoi ça me... Mince. Alors, on va y arriver. Alors, on va revoir ça. Alors, je ne sais pas si les diapos seront accessibles pour les spectateurs. Je ne sais pas du tout, par contre. Ah, d'accord. Pas considéré comme ça. Il faut que tu désactives ta caméra. Couper ça. Ah, problème de connexion encore. Tu vois. Oui, ok. Donc, normalement, là, du coup, j'ai coupé la webcam. Donc, en effet, la Guyane n'est pas réputée pour son réseau. Hélas. Du coup, on va essayer de relancer le PowerPoint. Ok. PowerPoint. Ouais. Ok. Donc là, le PowerPoint, c'est ok, a priori. Là, je défile, là. Pourquoi ça ne bouge pas? Alors que tout à l'heure, c'était ok. Sinon, je vais le lancer en classique et je ne vais pas le... Est-ce que ça défile, là? Là, on voit présentation des intervenants. Ok. Bon, bah, du coup, je vais enlever le mode spectateur. Quel écran? Ouais. Non, c'est juste que j'étais en mode spectateur. Ok. Donc, ce que je disais, on est sur un contexte en forte évolution, accélération et changement de toute nature. Vraiment, sur tous les secteurs professionnels sont concernés actuellement, notamment par le fort essor des nouvelles technologies, donc technologies de communication, TIC,
Donc forcément, ça bouleverse pas mal de métiers. Aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur la matière grise, comme je le disais à l'instant, parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive toujours pas à remplacer, heureusement pour nous, à remplacer par les nouvelles technologies. Donc on se concentre surtout sur... Ah, vous n'avez pas ça encore? C'est fou. Vous en êtes sur quel diapo? La présentation des intervenants. Ah, c'est bon, ça y est. Ah. Oui. Ok, donc a priori, il y a un fort décalage sur les diapos. Donc là, normalement, ça va être bon. Ok. Donc voilà, là, normalement, vous êtes sur la diapo contexte qui met le contexte en place. Donc, comme je le disais, fort besoin de matière grise, la qualité des hommes et des femmes deviennent plus que jamais l'atout essentiel dans un univers plus complexe et plus incertain. Les soft skills sont depuis des années beaucoup mis en avant parce qu'on se rend compte que les compétences techniques peuvent être apprises assez facilement, entre guillemets, mais les soft skills relèvent d'apprentissage beaucoup plus ancien et profond chez les personnes. Donc, ils sont moins faciles, du coup, à appréhender et à apprendre. Dans ce contexte, le niveau de compétitivité et de performance des entreprises passe de plus en plus par les hommes et par conséquent par une gestion professionnelle et rigoureuse de leurs compétences dans une logique de développement. Ce sujet de bouleversement du monde professionnel, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Schumpeter avait déjà mis ça en avant en 1942 à travers la théorie de la destruction créatrice, en fait, où en gros, le lancement d'une activité, d'un secteur a tendance à détruire ses concurrents, ses prédécesseurs, et du coup de créer de nouvelles activités professionnelles. Donc le numérique a énormément bouleversé de nombreuses professions, et on assiste du coup à beaucoup de métiers qui disparaissent petit à petit et d'autres qui se créent. La Poste, par exemple, est un exemple assez frappant. On se rend compte qu'il y a de moins en moins de courriers qui sont envoyés, plus personne n'envoie quasiment de carte postale. Donc, du coup, le métier de facteur est amené à disparaître. Donc, la Poste, pour maintenir une activité, diversifie ses missions pour se concentrer plutôt sur des missions de service qui, elles, ne peuvent être remplacées par les nouvelles technologies. Là, je suis sur la compétence. Ouais, c'est bon, on la voit toujours pas. Ok. Donc, il y aura un petit laps de temps sur les changements de diapo. Toujours pas. Le son est très mauvais. Non. Ah, alors le son, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Je peux essayer de parler un peu plus fort et articuler plus. Ouais. On est toujours sur la slide contexte. Mais c'est fou. Je vais relancer depuis le début, mais... Tu l'as pas en PDF? Si, je l'ai en PDF, justement. Lance en PDF, c'est moi qui pourra pas. Ok. Là, normalement, j'ai lancé le partage. C'est en train de charger. Ok. Et là, pour qui le son est bon. Le son est bon, là? Et là, pour qui le son. D'accord. Donc là, c'est bon, on attend l'écran. Ok, donc là, je suis sur un diapo contexte. C'est ok pour vous? Ouais, on est sur contexte et définition. Ok, donc là, je suis passé à compétences. Ah, pourtant, j'ai fermé le PowerPoint et là, je suis sur... Ok.
C'est toujours sur ton texte. Ah, c'est pourquoi ça fait ça. Là, on est sur. On n'a pas le haut, mais on a changé. Compétences. Donc il y a vraiment un laps de temps important sur. Compétences des appos. Exactement. OK. OK, donc sur la partie compétences, donc il s'agit de ce que vous activez lorsque vous planifiez et réalisez vos activités professionnelles. Étant donné que la plupart des personnes qui assistent au webinaire sont normalement des employeurs, vous devez être familiarisé avec le découpage des compétences en savoir, donc la connaissance, tout ce qui va être savoir théorique, la pratique, donc tout ce qui va être savoir-faire, et les attitudes, tout ce qui est savoir-être, qu'on appelle souvent les soft skills. Ces compétences sont liées à un contexte professionnel et il y a toujours la notion de construction. Donc, elles sont toujours en voie d'acquisition et se complètent en fonction des expériences que vous avez. Cette structuration des compétences est une parmi d'autres. Elle est la plus populaire et beaucoup utilisée notamment par Pôle emploi, mais vous en avez d'autres. Notamment Guy Leboterf, qui propose quant à lui une autre définition. La compétence est la mobilisation ou l'activation de plusieurs savoirs dans une situation et un contexte donné. Il distingue du coup plusieurs types de compétences. Vous avez les savoirs théoriques, qui revient un petit peu à la connaissance, les savoirs procéduraux, donc savoir comment procéder, les savoir-faire procéduraux, les savoir-faire expérientiels, donc en gros savoir y faire, savoir se conduire, les savoir-faire sociaux, un peu en lien avec les savoir-être, et les savoir-faire cognitifs. Si je vous présente ça, ce n'est pas forcément pour le retenir, mais c'est simplement pour vous dire que cette qualification-là est une parmi d'autres et qu'il y en existe. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les compétences sont liées à un contexte professionnel et qu'elles sont toujours en voie d'acquisition et en voie de perfectionnement. En gros, c'est ce que je mets en œuvre au quotidien pour réussir une activité. Pourquoi développer les compétences de mes salariés ? Anticipe le changement. Ouais, c'est ça. C'est bon, on est sur. Alors, au-delà du fait de simplement faire plaisir à vos salariés dans un objectif altruiste, développer les compétences de vos salariés, c'est renforcer la compétitivité de votre entreprise, la performance des salariés et donc de votre entreprise. Ça permet aussi une adaptation des compétences à travers des formations, mais aussi une capacité d'adaptation de vos salariés. Plus un salarié est compétent dans son domaine d'activité, plus il se sent compétent, plus il est à l'aise aussi pour trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre au quotidien sans forcément passer par un tutorat, par un responsable, etc. Il arrivera plus facilement à innover sur le terrain pour trouver des solutions. Mais pour ça demande des salariés qui se sentent bien sur leur poste de travail, qui ne sont pas sous pression et qui sont compétents dans les missions aussi qu'ils occupent au quotidien. Pour l'entreprise, ça relève du plan de développement des compétences qui était anciennement appelé le plan de formation. Pour les salariés, du coup, pour eux, c'est accéder plus facilement à un emploi, changer d'emploi, progresser au sein de l'entreprise. Alors ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins courant en termes de politique de gestion des effectifs. Il y a, on va dire 10-15 ans, c'était encore assez courant, quelqu'un qui avait passé 10, 15, 20 ans dans la même structure, c'était même une notion de carrière professionnelle. On rentrait dans une entreprise et on montait tous les grades de l'entreprise jusqu'à des postes à responsabilité et on faisait quasiment ou presque toute sa vie au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'une personne va occuper un poste, elle va essayer de développer le maximum de compétences liées à ce poste, intervenir sur le maximum de missions et elle se servira de ce poste-là comme tremplin vers une autre entreprise pour un poste supérieur, donc avoir un gap au niveau des compétences et au niveau de la rémunération. Donc, généralement, on est plus maintenant sur un fonctionnement d'entreprise à entreprise. Alors, ce n'est pas le cas dans tous les secteurs d'activité, il faut quand même bien relativiser. Donc là, on revient aussi à une politique de progression au sein de l'entreprise. Comment je peux faire progresser mon salarié sur le poste qu'il occupe actuellement
pour qu'il soit plus compétent sur le poste, mais aussi comment j'anticipe une évolution professionnelle au sein de l'entreprise. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un directeur d'EHPAD qui se basait justement sur la GPEC, donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour limiter le turnover au sein de la structure. Donc, il s'assurait que ses salariés soient formés et compétents sur le poste qu'ils occupent et d'échanger avec eux sur leurs besoins en termes de formation, mais aussi leur intérêt d'évolution professionnelle. Vous pouvez avoir par exemple des aides-soignantes qui souhaitent se former en tant qu'infirmière. Participer à cette formation, c'est avoir l'assurance derrière de recruter l'infirmière en sortie de diplôme, puisqu'elle sera aussi quelque part redevable envers l'entreprise qui aura favorisé du coup la mise en place de la formation. Comment se traduit l'échange entre l'employeur et le salarié? Tout simplement durant l'entretien professionnel. Donc, je ne m'attarde pas trop là-dessus pour l'instant. On reviendra un peu plus tard sur l'entretien professionnel. Je remonte slide dans la question, la différence entre compétence et aptitude. La compétence, en fait, va plutôt s'inscrire sur… la compétence va plutôt s'inscrire sur un environnement, une situation que la personne va développer. L'aptitude, on parle plutôt, de capacité interne en amont même de la compétence. La compétence, en fait, elle peut se développer à travers une activité. On n'est pas forcément compétent en arrivant sur un poste, mais on le devient avec le temps. L'aptitude, c'est un potentiel, en fait. C'est un potentiel à développer soit les compétences, soit à développer un axe soit sur les savoir-faire, soit sur les savoir-être. On a par exemple l'aptitude d'être à l'aise sur les présentations à l'oral, où on peut ensuite les travailler, si on ne l'est pas de base, on peut les travailler à travers l'expérience, à travers les échanges avec la pratique de collègues, etc. L'aptitude, c'est vraiment un potentiel qu'on a déjà en amont, alors que la compétence peut se travailler. Là, je suis sur la slide « Comment développer les compétences de mes salariés ». Il y a différents outils. Je ne vais pas m'attarder sur chacun pour l'instant parce qu'on va revenir dessus par la suite. Donc, je vais simplement les nommer pour l'instant. Quel outil? Vous avez forcément l'entretien professionnel dont j'ai un petit peu abordé tout à l'heure. Vous avez également le CPF, donc le compte personnel de formation, qui, même s'il est à la main du salarié, c'est aussi un outil intéressant pour l'employeur. Je reviendrai un petit peu là-dessus, notamment parce que vous pouvez faire des abondements sur le CPF. L'employeur, en effet, peut créditer le compte d'un salarié pour qu'il puisse suivre une formation. Donc, vous avez également la formation professionnelle et en situation de travail. Donc là, on est vraiment sur des formations plutôt en interne de l'entreprise. Vous avez le plan de développement des compétences, qui correspond anciennement au plan de formation. Vous avez Pro-A, qui est une aide qui est assez récente, qui doit avoir quelques années, et le contrat de professionnalisation. Vous avez Transco, une transition collective, qui est en place depuis fin 2020, il me semble. Donc, on est vraiment sur un dispositif qui est tout récent. Quels sont les autres dispositifs? Bilan de compétences, qui est assez connu. La VAE, qui est un petit peu moins connue et beaucoup moins utilisée, alors qu'elle peut être aussi très intéressante. Et Cléa. Donc, encore une fois, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et là, je suis sur l'entretien professionnel. Je pense qu'il y a le flottement sur l'entretien professionnel. Ça n'a toujours pas changé de slide? Non. Ok. C'est fou que ça mette autant de temps pour… Entretien professionnel, on y est. Ok, c'est bon. Alors, l'entretien professionnel est obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus. Mais même pour des entreprises plus petites, je vous le conseille parce que c'est un temps d'échange avec vos salariés qui permet de se décentrer un petit peu de l'activité au quotidien pour questionner la personne sur ses motivations professionnelles. Ça permet aussi d'entrevoir si quelqu'un a un projet, par exemple, de reconversion. Peut-être pas qu'ils vous le diront durant l'échange. Et ça vous permet déjà aussi d'anticiper éventuellement des futurs départs ou un souhait d'évolution en interne et d'informer la personne sur les dispositifs qui existent
pour accompagner du coup ces projets-là. Donc, comme je disais, c'est obligatoire pour l'entreprise de 50 salariés et plus. Destiné à faire le point sur le parcours professionnel de chaque salarié, connaître ses souhaits d'évolution et identifier les actions à mettre en œuvre avec lui pour l'accompagner dans son projet. Alors, ce n'est pas forcément un exercice facile, parce qu'en effet, peu d'employeurs sont formés là-dessus. Généralement, c'est plutôt les chargés de formation des services RH qui s'en occupent, mais même eux ne sont pas forcément toujours formés sur l'ensemble de l'écosystème des aides qui sont possibles pour les entreprises. Donc, ce n'est pas forcément un exercice facile. Donc, ça demande quand même de se préparer en amont. Donc, ça permet de présenter les compétences nécessaires à la croissance et à l'évolution de l'entreprise. Ça vous permet aussi, par exemple, d'informer les salariés des projets de développement que vous avez dans l'entreprise et éventuellement de comment le salarié pourrait se positionner dessus. Si vous avez pour projet d'ouvrir un nouveau service, éventuellement, un salarié qui a déjà une connaissance, une expérience de l'environnement de l'entreprise pourrait éventuellement vouloir se positionner sur de nouveaux services et nécessiterait simplement une petite formation pour pouvoir faire cette passerelle-là. Donc, en lien avec ces projets, il permet de faire le point sur les savoir-faire, les compétences, les aspirations professionnelles et les motifs de satisfaction ou insatisfaction de votre salarié. C'est un moment d'échange important pour vous deux, comme je le disais. Il permet également d'entretenir la motivation de chaque salarié. Ça permet aux salariés de se sentir écoutés professionnellement et c'est très important, surtout si derrière il a un retour. Alors l'idée, c'est pas forcément d'acquiescer à tous les souhaits de formation, mais c'est au moins d'être transparent sur les raisons qui font que vous ne souhaitez pas appuyer telle ou telle formation. Voilà, ça permet du coup aux salariés de savoir à quoi s'en tenir. Donc il y a plusieurs outils pour mettre ça en place. Vous avez donc le CPF, comme je le disais un peu plus tôt, et le CEP. Donc le CEP, c'est le conseil en évolution professionnelle. Je reviendrai un petit peu dessus sur la fin. En gros, c'est avoir à disposition un conseiller en évolution professionnelle, entièrement gratuitement, pour être accompagné sur ces thématiques-là. Donc, du point de vue salarié, mais on répond aussi parfois à des questions des employeurs qui nous contactent. Donc, n'hésitez pas à contacter vos CEP si jamais vous avez aussi des questions à ce sujet-là. Donc, c'est un rendez-vous qui est obligatoire tous les 2 ans. Et on est vraiment là destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer. Donc là, on est vraiment sur une dynamique projective plutôt. Là, on va aborder le compte personnel de formation. OK, on a dit que c'est bon. Le compte personnel de formation, c'est quelque chose, c'est un dispositif qui est en place depuis 2015. Auparavant, on avait les heures DIF. Le problème des heures DIF, c'est que c'était assez contraignant pour les salariés de mettre ça en place. Ils avaient finalement peu d'actions dessus, donc l'État a voulu changer ça pour que le salarié soit vraiment acteur de son parcours professionnel, qu'il puisse du coup choisir le parcours qu'il souhaite mettre en place et il y a tout simplement moteur. Donc, ça a été mis en place en 2015. Les heures DIF n'ont pas été automatiquement transférées. Sur le compte CPF, il fallait normalement faire la conversion et c'était possible jusqu'en juillet 2021. Donc, je vous le dis, si jamais vous avez des questions de vos salariés, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y avait peu de personnes qui le faisaient, qui faisaient cette démarche-là. Donc, la date de fin a été sans arrêt décalée. Mais du coup, là, l'État a statué et c'est terminé depuis juillet 2021. Donc, le compte est crédité pour un salarié travaillant au moins à mi-temps de 500 € par an, dans la limite de 5 000 €. La majorité des personnes que je rencontre dans le cadre du CEP tournent autour de 2 500 € pour ceux qui ont travaillé depuis 2015. Parfois un peu plus, ça peut aller jusqu'à 4 000 € pour ceux qui ont fait la démarche du coup de transférer les heures DIF. Il y a une majoration de 300 € pour les bénéficiaires de l'OETH. Donc l'OETH, c'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Du coup, l'idée, c'est de favoriser les formations des personnes en situation de handicap. Donc, c'est le même fonctionnement également pour les salariés non qualifiés, parce que l'on sait qu'une personne non qualifiée a plus de difficultés pour trouver un emploi en amont, au début de son parcours professionnel, mais également en cas de perte d'emploi. Donc, l'idée, c'est de favoriser du coup l'employabilité des salariés en leur accordant un plus gros CPF. Donc, la limite pour les salariés classiques, c'est 5 000 € maximum sur le CPF. Et pour une personne qui est non qualifiée ou ayant une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est 8 000 €. Pour l'instant, je n'ai rencontré personne qui était déjà aux 5 000 €. On tourne plutôt sur 2 500 €, maximum 3 000 à 4 000 €. À savoir, ces sommes-là suffisent rarement
Pour suivre une formation qui dure entre 6 et 10 mois, on va être sur un budget entre 6 à 10 000 euros, parfois plus. Mais c'est en gros le budget moyen, c'est autour de 8 000 euros pour une formation de 10 mois. Ce qui veut dire qu'un salarié qui souhaite mobiliser son CPF pour suivre une formation sera toujours limité et il devra trouver un tiers pour financer le reste. Donc, généralement, c'est soit un financement personnel, soit passer par un organisme tiers comme Transition Pro, donc passer par un dispositif tiers, donc je vais présenter un petit peu après, ou c'est là aussi où vous pouvez intervenir en faisant un abondement sur le compte CPF de vos salariés, donc du coup en créditant le compte de la somme qu'il manque pour que le salarié puisse suivre la formation. N'importe qui peut consulter son compte personnel de formation, il faut simplement avoir son numéro de sécurité sociale pour y accéder. Le salarié verra directement la somme qu'il a dessus et il pourra consulter le catalogue des formations pour voir si les formations qui l'intéressent sont éligibles au CPF. Donc là, je l'avais un petit peu abordé, le principe d'abondement CPF. Donc, comme je le disais, ça peut être abondé par l'employeur. Ça peut être aussi par l'OMCO, donc c'est ce que l'on voit en bas à droite, donc une dotation volontaire, un abondement correctif. Mais il y a aussi d'autres situations qui permettent de créditer le CPF. Donc vous avez notamment le compte professionnel de prévention qui concerne les salariés qui sont exposés à des risques ou à des rythmes de travail qui sont nuisibles pour leur santé. Donc, par exemple, des salariés qui travaillent essentiellement de nuit sont crédités du coup de points, donc des points sur leur compte professionnel de prévention. Ces points-là peuvent être ensuite transférés sur le compte CPF pour bénéficier d'un apport supplémentaire financier. Donc, à savoir, un point de CPP, donc du compte professionnel de prévention, correspond à 375 euros. Même démarche pour l'abondement, donc AT-MP, donc accident de travail, maladie professionnelle. Si la personne a reçu une notification d'un taux d'invalidité de la CNAM et que ce taux est supérieur à 10%, la personne peut bénéficier de droits supplémentaires à hauteur de 7 500 euros maximum, mobilisables en plusieurs fois. Donc ces droits constituent un abondement dans le cadre d'un projet de formation. Donc en gros, et donc pareil pour le CPP qui permet de créditer le CPF, l'idée c'est de... Là on est plus sur des reconversions professionnelles, parce que l'idée c'est que le salarié suive une formation qui le dirige vers un emploi qui l'expose à moins de risques. Donc l'idée c'est pas, là pour le coup pas d'évoluer sur le même poste, mais plus d'évoluer sur un poste où il sera moins exposé. Vous avez également le compte engagement citoyen, donc là je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus parce qu'on est vraiment sur du cas par cas, mais toutes les actions de bénévolat, suivant le poste que vous occupez dans la structure, peuvent vous permettre d'obtenir un apport supplémentaire sur votre CPF, donc c'est assez réduit. Là pour le coup, je vous oriente vers le site service public sur le compte engagement citoyen, qui est très très bien fait et qui détaille vraiment ce au quoi vous avez droit si vous êtes vous n'êtes pas forcément concerné, mais si vous avez des services civiques, ou si vous avez des personnes qui font du bénévolat dans vos structures. On va aborder un petit peu le cadre légal de la formation professionnelle qui repose sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, qui a profondément changé le paysage de la formation professionnelle. Cette loi s'applique depuis le 1er janvier 2019, donc on est quand même sur quelque chose d'assez récent. Elle modifie à la fois la gouvernance du système et l'interaction des acteurs entre eux. Vous avez eu beaucoup de changements ces derniers temps sur le monde professionnel, sur le CPF, sur les OPCO. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé et c'est lié du coup à toutes ces volontés politiques autour de la construction de son avenir professionnel. Donc, elle s'adresse à chaque personne dans ses particularités et ses choix professionnels afin de l'accompagner efficacement sur le marché de l'emploi. La formation professionnelle. Donc là, ce qu'il faut surtout retenir, c'est en tout petit. Oui, je vais vous le lire. Il y a sur la formation professionnelle les formations certifiantes qui, elles, qui apportent des compétences et des connaissances pluridisciplinaires. Elles permettent d'obtenir un certificat spécifique, un diplôme reconnu par l'État, l'Éducation nationale, l'université, le ministère du Travail ou les branches professionnelles. L'idée, c'est qu'il y a vraiment un diplôme à l'issue qui est reconnu sur les formations certifiantes. En fonction de ces formations, seront plus ou moins axées sur l'apprentissage d'un métier. La formation qualifiante, elle, a vraiment
un lien avec l'univers professionnel. Là, elle est vraiment axée sur l'acquisition de savoir professionnel. Donc, en gros, elle ne permet pas forcément l'acquisition d'un diplôme. Donc, bon, c'est sans diplôme ni titre à la clé, mais avec une attestation de stage en fin de formation et un certificat d'aptitude. Ça se fait de plus en plus, ne serait-ce que pour que la personne puisse ensuite le valoriser sur le monde de l'emploi, le marché de l'emploi plutôt. La formation qualifiante a une visée professionnelle plus immédiate. L'idée, c'est de vraiment que la personne qui sort de ce type de formation-là soit directement opérationnelle pour occuper un emploi. Là où les formations certifiantes, vous allez avoir une période aussi de montée en compétences peut-être un peu plus longue de vos salariés. Elles peuvent être reconnues par les employeurs lorsqu'une convention collective le prévoit. Sur la colonne à droite, c'est les différents les différents types de formation. Donc, vous avez la formation initiale qui consiste à un parcours classique de formation. La personne fait par exemple collège, lycée, elle obtient son bac et va à l'université. Donc là, on est sur un parcours initial. Le parcours continu s'adresse à généralement des adultes qui ont eu des interruptions dans leur formation, qui ont occupé une activité et qui souhaitent se reformer professionnellement. Vous avez par exemple l'AFPA et l'ETA qui fait beaucoup de formations continues, du coup à destination des adultes. Mais de plus en plus d'universités proposent des masters aux formations continues. Alors, pas uniquement par altruisme, mais aussi parce qu'il y a un intérêt pécunier. Un master sur une formation continue leur permet d'avoir un apport financier plus important, parce que généralement le master est plus cher en formation continue qu'en formation initiale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Formation synchrone ou asynchrone. Synchrone, c'est que vous êtes en temps réel. La formation synchrone signifie que les échanges entre les apprenants et les professeurs se font en temps réel. L'asynchrone, c'est plus finalement sur les formations à distance, notamment sur tout ce qui va être MOOC, par exemple, où en gros, vous suivez un module de formation et vous avez ensuite la possibilité d'échanger avec le professeur ou les autres élèves par mail, par exemple, par chat. Donc, distanciel, présentiel, c'est assez évident, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Vous avez le e-learning qui est en train d'exploser. Il y a un boom sur le e-learning qui est énorme, notamment notamment en raison du Covid, qui a forcément incité les centres de formation à proposer d'autres moyens de formation. Donc, ça a vraiment renforcé la dynamique qui était déjà présente depuis quelques années. Donc, de plus en plus de formations se font à distance et en e-learning, ce qui veut dire que vous allez avoir des salariés qui peuvent aussi suivre une formation en parallèle de leur temps de travail. Je rencontre régulièrement des personnes qui n'arrivent pas à trouver, qui n'ont pas trouvé des dispositifs de financement pour suivre la formation. Et donc, du coup, pour garantir leur maintien de salaire, ils continuent leur activité professionnelle et ils suivent les formations en e-learning le soir. Donc, c'est de plus en plus courant. Vous avez le téléprésentiel. Donc, c'est un mix en fait de formation permettant de suivre à distance des cours en temps réel. Donc, en gros, vous avez un formateur qui anime un cours et vous la suivez à distance. C'est ce qui a été fait justement généralement durant le Covid, où vous avez un formateur qui proposait la formation à quelques personnes qui étaient en salle et également à d'autres personnes qui assistaient de chez elles à la formation. Vous avez les FAD, donc formation à distance, et les FOAD, formation ouverte à distance. Pôle emploi propose justement, dans le cadre des FOAD, beaucoup de formations entièrement prises en charge par eux depuis le Covid, parce qu'en effet, comme je disais, ça a eu des répercussions assez importantes sur la formation, donc sur le maintien des formations, pour ne pas bouleverser justement ceux qui souhaitaient se former, mais aussi pour occuper des salariés qui étaient en chômage partiel, tout simplement. Ça leur permettait de suivre des formations à distance. La formation en situation de travail. Ok, donc là, la formation en situation de travail, c'est un dispositif qui est assez peu connu, qui est assez peu utilisé, mais qui est pourtant très intéressant. Par contre, il demande d'être cadré et d'être réfléchi en amont. Donc, la formation en situation de travail, donc AFEST, FEST, donc Action de formation en situation de travail, est un parcours visant un objectif professionnel alternant phase de travail et de réflexion accompagnée, évaluée et traçable. L'idée, en gros, pour résumer, c'est que le salarié réalise une activité professionnelle dans une situation de travail et derrière, il a un échange réflexif avec un mentor, un tuteur, pour échanger sur l'activité qu'il a réalisée,
vous partagez ses ressentis, ses difficultés, etc. L'idée, c'est d'arriver à éventuellement le questionner sur les difficultés qu'il a pu rencontrer pour lever les freins et ces difficultés-là. Et ensuite, il y a une évaluation pour ancrer du coup les savoirs. Donc, les OPCO peuvent accompagner à la mise en place de ce dispositif de formation qui est reconnu, mais qui demande d'être préparé et toutes les situations de travail ne s'y prêtent pas forcément. Donc, il y a vraiment, faut réfléchir à quelles situations peuvent s'y prêter, mais c'est un outil très intéressant pour faire monter en compétence vos salariés. Il se faisait un petit peu de manière informelle quand vous aviez des formations en tuilage, quand vous avez un salarié qui est expérimenté, qui forme un nouveau arrivant sur le poste, vous avez de manière informelle, durant cette période de tuilage, des échanges sur l'activité du salarié, le tuteur va le questionner, etc. Donc ça se fait un petit peu dans ce cadre-là. Donc c'est un peu le fonctionnement de la FACI. Le plan de développement des compétences. On est dessus. Okay. Alors, le plan de développement des compétences. On l'attend. On l'attend toujours. Il est là. Ok, il est arrivé. Donc, comme je le disais à plusieurs reprises, c'est le nouveau terme qui est utilisé pour le plan de formation. Donc, le plan de formation devient le plan de développement des compétences avec un maintien de l'obligation d'employabilité des salariés. Vous avez du coup normalement l'obligation de permettre à vos salariés de rester en poste. Donc, s'il y a la nécessité, par exemple, de passer une habilitation pour que le salarié continue d'occuper le poste, donc, par exemple, ça peut être les CACES ou les habilitations électriques, c'est normalement de votre ressort. Je vous le dis parce que c'est assez courant dans mon activité professionnelle d'être confronté à des salariés qui souhaitaient passer par des organismes tiers, comme Pôle emploi par exemple, pour financer justement ces formations-là qui relèvent plutôt normalement de l'obligation de l'employeur. Donc, il inclut d'autres types d'actions de professionnalisation, donc comme le tutorat, donc ça peut être aussi la formation en situation de travail que je présentais tout à l'heure. Donc, des formations qui sont susceptibles de définir la stratégie de développement des compétences des salariés. Donc là, on est vraiment à travers le plan de développement de compétences, normalement une stratégie de l'entreprise sur quelles sont les compétences que j'ai besoin à l'instant T, quelles sont les compétences que j'ai besoin à N+1, N+2, N+3, et quels sont les salariés qui peuvent répondre à ces compétences-là, quels sont les salariés que je vais devoir former, quelles sont les habilitations que je vais devoir renouveler. Tout ça, ça fait partie du plan de développement des compétences. Donc, l'élaboration d'un plan de développement des compétences concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail. Il regroupe l'ensemble des actions, donc, comme je le disais à l'instant, mises en place par l'entreprise pour répondre à ses besoins en compétences à court, moyen ou long terme. Donc, les actions de formation, d'apprentissage, de validation des acquis, donc la VAE, de l'expérience et les bilans de compétences. Pour les entreprises de petit effectif, de moins de 50 salariés, vous pouvez normalement être accompagné par vos OPCO sur le plan de développement de compétences. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Ils sont là pour ça, justement, pour vous accompagner là-dessus. Alors, le dispositif ProA. Ok, il arrive plus rapidement. Donc, le ProA, donc, il est... tout employeur peut proposer en fait une formation ProA à l'un de ses salariés qui est en CDI. Le dispositif ProA permet aux salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de la démarche de ProA. En revanche, ce dispositif-là n'est pas disponible pour les salariés qui ont déjà un niveau Bac+3. Là, on est vraiment plutôt pour des montées en compétences en interne pour des salariés ayant un niveau en dessous du Bac+3. Donc, la formation dans le cadre de la ProA peut viser l'obtention d'un titre professionnel, d'un diplôme enregistré RNCP, un certificat de qualification professionnelle ou correspondre au certificat de socle de connaissances et compétences, donc la certification CLEA, ou entrer dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience. Donc là, l'idée, c'est vraiment quand vous avez un salarié en interne qui souhaite soit évoluer sur son poste, soit avoir un diplôme qui correspond à l'activité qu'il occupe depuis quelques années. Donc, vous avez deux possibilités, soit passer par la VAE, soit passer par une formation ProA qui permettra du coup au salarié de suivre la formation et de développer ses compétences au sein de l'entreprise. Donc, les actions de formation peuvent se dérouler pendant le temps de travail, ce qui donne lieu du coup au maintien du salaire,
ou en dehors du temps de travail, donc soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur. Si c'est à votre initiative, évidemment, il faut l'accord du salarié. On a une question. Oui. Est-ce qu'il est possible pour les salariés d'effectuer en accord avec l'entreprise des périodes de mise en situation en milieu professionnel, des PMSMP, en vue d'une reconversion notamment? Au sein de l'entreprise ou sur une autre entreprise? Notre entreprise. Là, Je répète la question parce que les gens. D'accord. Là, ça va dépendre. A priori, oui, parce que du coup, c'est vous qui allez dans le. Je répète la question, les gens. Ah ouais, alors redis-la moi, du coup, Alors la question, c'était. Est-ce qu'il est possible de faire une PMSMP en accord avec son employeur? Est-ce qu'il est possible de faire une PMSMP en accord avec son employeur, mais dans une structure différente? Donc déjà, si vous avez l'accord de votre employeur, c'est que a priori, l'employeur est partant pour vous libérer du temps pour. La problématique que vous allez en revanche avoir, c'est qui va signer la convention. Puisque la convention PMSMP, donc période de mise en situation en milieu professionnel, qui est généralement signée par Pôle emploi, les centres de formation ou les dispositifs, enfin les structures comme la mission locale, ce sont généralement eux qui signent ces conventions-là. Donc du coup, il faudra trouver un organisme qui signe la convention pour que vous soyez assuré durant ces périodes-là. Mais a priori, si vous avez l'accord de l'employeur, il n'y a pas de raison qu'il refuse. Donc à voir ensuite comment lui inscrit ça dans votre contrat de travail. Donc en gros, est-ce que ça va être considéré comme des congés ou un temps de formation sur votre temps d'activité? Donc ça, c'est à voir avec l'employeur, mais a priori, il n'y a pas de. L'APEC le fait pour les cadres. Et oui, en effet, l'APEC le fait aussi pour les cadres. En fait, tous les opérateurs CEP, normalement, peuvent proposer des conventions de stage. Alors, je ne pourrais pas dire stage, parce que ce n'est pas un stage. Ce sont des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Parce que l'idée, ce n'est pas d'acquérir des compétences, même si forcément vous allez en acquérir un petit peu. L'idée, c'est vraiment de vous confronter au milieu professionnel pour voir si ce milieu-là correspond à votre choix d'orientation. Donc, on est sur vraiment des périodes assez courtes. De quelques jours à 3 semaines. Pôle emploi, par exemple, ne fait pas de PMSMP de plus de 3 semaines, par exemple. Le contrat de professionnalisation. Donc, le contrat de professionnalisation concerne uniquement les formations continues. On n'est pas sur des formations initiales qui, elles, vont plutôt concerner les contrats d'apprentissage. Donc, le contrat de professionnalisation, c'est un contrat ce contrat organise une alternance entre le travail en entreprise et le suivi d'une formation avec pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Il permet l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue par l'État et ou la branche professionnelle, donc sanctionnée par une qualification RNCP ou CQP. Alors, dans le cadre d'un contrat pro, normalement, la limite d'âge, c'est entre 16 et 25 ans. Mais une personne qui est inscrite à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi n'a plus cette limite d'âge. Donc, il est possible pour des personnes de 30, 40 et même plus de suivre une formation en contrat pro. C'est généralement plus difficile d'arriver à un certain âge parce que le contrat pro traduit aussi une perte de salaire. La personne aura normalement une équivalence du SMIC. Après, l'employeur peut compléter pour maintenir un salaire, mais c'est généralement un sacrifice financier pour les personnes, donc c'est plus difficile pour elles de se lancer sur des contrats pro. Vous avez également les personnes bénéficiaires d'une RQTH ou bénéficiaires du revenu de solidarité active, donc RSA, ou de l'allocation de solidarité spécifique, donc l'ASS, ou l'allocation aux adultes handicapés, donc AAH, donc ces personnes-là n'ont pas de limite d'âge pour suivre un contrat pro. C'est vraiment idéal et très pratique si vous avez l'occasion de mettre ça en place, puisque du coup, ça permet déjà aux salariés de s'acclimater avec l'environnement de travail. Ça lui permet aussi de rapidement développer les compétences en lien avec l'entreprise. Et donc, du coup, sortie de formation, vous avez un salarié qui est déjà opérationnel pour occuper le poste. Transition collective, Transco. Ok. Alors, c'est un dispositif qui est beaucoup plus récent, qui est encore assez peu mis en place. En Guyane, on n'a pas encore eu l'occasion de le mettre. Pareil pour les autres territoires outre-mer. En métropole, il y a encore peu d'actions de transition collective mises en place. Alors, l'objectif, c'est d'anticiper en fait les mutations économiques de l'entreprise et éviter les brusques ruptures de parcours en accompagnant les salariés volontaires. Donc, j'insiste bien sur le caractère volontaire, vers une reconversion sereine
préparée et assumée tout en sous-donnant le développement des filières porteuses localement. Là, pour le coup, c'est une démarche altruiste de l'employeur et d'anticipation. En gros, une entreprise qui a conscience que son secteur d'activité est en train de péricliter, que certains postes sont amenés à disparaître. Au lieu d'aboutir à des licenciements, l'entreprise peut mettre en place du coup des dispositifs transition collective, Transco, pour permettre à ces salariés-là, concernés par des pertes de postes imminentes, de suivre une formation vers les métiers porteurs et en tension. Donc, j'insiste vraiment sur le terme de métier porteur et en tension parce que c'est vraiment l'objectif du dispositif, c'est d'opérer en fait une bascule, en gros, pour des secteurs ou des métiers qui sont amenés à disparaître, de favoriser une passerelle vers les métiers qui sont émergents. Pour les métiers émergents, vous avez une liste qui est établie par région, par le ministère de l'Emploi. Vous tapez sur Internet métiers porteurs par région. Vous allez arriver sur l'un des premiers liens, donc c'est une carte de France. Et là, vous pourrez avoir une liste des secteurs d'activité et parfois des métiers associés qui sont considérés comme porteurs. Si je vous le dis, c'est parce que, donc déjà, ça vous permet de voir les métiers porteurs et en tension sur la région. Mais ça veut dire aussi que les organismes financeurs sur des formations vont plutôt financer des formations liées à ces métiers-là. Donc, un salarié qui souhaite s'orienter vers ces métiers-là aura plus facilement accès à une formation. A contrario, un salarié qui souhaite s'orienter vers un métier qui n'est pas dans cette liste-là aura plus de difficultés à trouver un financement de formation. Donc, ça peut être aussi une alerte que vous pouvez adresser à vos salariés si vous avez du coup connaissance de ça. Mais après, vous pouvez très bien orienter vers les CEP, on est là pour ça. Donc, comme je vous le disais, c'est pour opérer une passerelle, une bascule entre des métiers amenés à disparaître et vers les métiers émergents. On a une question sur la différence entre PROA et contrat de professionnalisation. PROA se fait des salariés qui sont en CDI normalement dans la structure. Contrat de professionnalisation, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément rattachées à la structure. PROA, on est vraiment dans l'idée de développer les compétences d'un salarié que vous avez déjà en CDI. C'est plus ça l'objectif en fait. Alors que le contrat pro, normalement, c'est un salarié qui est plutôt à l'extérieur en fait et qui va suivre une formation avec un organisme tiers de formation, mais qui n'est pas déjà dans vos effectifs. Pour la mise en place de transition collective. OK. Différentes étapes. Alors, il y a quelques étapes qui sont amenées à peut-être disparaître, qui sont encore en discussion, parce que comme je vous le disais un peu plus tôt, le dispositif transition co n'est pas encore vraiment exploité. Donc, l'idée, c'est aussi de discuter, d'échanger sur la simplification de la mise en place de ce dispositif-là pour que vous puissiez plus facilement vous en saisir. Donc, dans les étapes, vous avez d'abord l'identification par l'entreprise de métiers menacés pour une mise en place d'un accord GEPP. Donc, GEPP, c'est gestion des emplois et parcours professionnels, c'est ce qu'on appelait anciennement la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Donc là, il y a vraiment l'idée en amont de votre part d'identifier vraiment les métiers qui sont amenés à disparaître dans votre structure. Et pour ça, vous pouvez être aidé par vos OPCO pour mettre ça en place. La deuxième partie, c'est l'accompagnement du salarié dans le cadre du CEP pour l'élaboration de son projet de reconversion. Donc, comme je disais, ça se base déjà sur le volontariat du salarié, mais aussi sur la construction d'un projet professionnel. L'idée, ce n'est pas que le salarié se dirige là où il y a la lumière, en fait, mais qu'il y ait vraiment un projet qui soit construit, une réelle motivation de fond, et donc un travail sur ce projet-là. Et généralement, c'est le CEP qui s'en occupe. Et qui va ensuite pouvoir aussi informer le salarié des étapes sur la mise en place de ce projet, des dispositifs de financement qui sont mobilisables. Donc, le financement de la formation, donc ça peut entrer dans le cadre du financement d'une formation certifiante pour le salarié visant une reconversion. Donc là, on est vraiment bien sur une reconversion. L'idée, c'est que le salarié change de poste vers un métier porteur, identifié selon une liste établie par la DREES en région. Donc, la DREES, c'est depuis le 1er avril 2021. Les directs sont regroupés avec les services déconcentrés de la cohésion sociale au sein d'une nouvelle structure, donc les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. En gros, c'est une évolution de la directe. Comme je vous le disais, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années sur le monde de la formation. Qu'est-ce que ça implique pour l'employeur? L'employeur a les salaires à avancer
mais il est ensuite remboursé par Transition Pro. Donc, vous avez quand même le salaire à avancer, mais la Transition Pro rembourse le salaire par la suite. Et la formation est prise en charge par Transition Pro, qui va tout de même collecter le CPF de la personne, normalement. Mais au moins, la formation est prise en charge par Transition Pro et il y a un maintien du salaire pour le salarié. Quels sont les autres dispositifs? Ok. Vous avez assez connu le Ouais, je vais accélérer. Oui, en plus, bon, je vais accélérer. Bilan de compétences, je vais éviter de trop tergiverser. Le bilan de compétences, c'est un accompagnement qui est régi par l'État, qui est en place depuis une vingtaine d'années, même plus, qui est généralement délivré par le CIBC, mais pas que. Historiquement, c'est eux. Donc, le bilan de compétences est spécifique et s'organise autour de la demande du bénéficiaire. Il n'y a pas de bilan de compétences identique. Il est donc adapté en temps et en contenu et permet d'analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations. Malgré son nom, le bilan de compétences n'est pas forcément un bilan des compétences. Ça peut être simplement une construction du projet professionnel, mais bien souvent, il y a une étape de photographie des compétences professionnelles de la personne. Donc, ça peut être donc définir son projet professionnel et le cas échéant, un projet de formation, d'utiliser ses atouts pour un emploi, une formation ou une évolution de carrière. L'objectif, il y en a 4, définir, reconstruire un projet avec un plan d'action, mémoriser son parcours, analyser les expériences, identifier et formaliser les compétences. Donc là, on est vraiment plus sur vraiment le bilan de compétences comme il est perçu par la plupart des personnes. Renforcer la confiance en soi et le sentiment d'efficacité personnelle. Oui, il peut aussi y avoir un travail sur les savoir-être, sur les intérêts professionnels, sur le sens au travail. Permettre la durabilité des effets sur le plan de l'autonomie et le développement des compétences à s'orienter. L'idée à travers du bilan de compétences, c'est quand même que la personne soit acteur de la démarche et qu'elle acquiert justement les réflexes pour arriver à s'orienter professionnellement pour la suite. Le bilan de compétences en très rapide, du coup, c'est 24 heures maximum. Vous avez minimum 16 heures en face à face. Un organisme qui propose moins de 16 heures, c'est un organisme qui n'est pas sérieux. J'insiste vraiment là-dessus, ce n'est pas normal qu'un organisme qui délivre des bilans de compétences puisse proposer moins de 16 heures en face à face. C'est généralement entre 16 heures et 20 heures en échange de face à face qui vont durer entre 2 et 3 heures. Et le reste du temps, c'est un temps qui est consacré comme du travail personnel pour la personne qu'elle va faire soit chez elle sur Internet, soit en allant réaliser ce qu'on appelle des enquêtes métiers. Il y a 3 phases. La phase préliminaire, qui est la plus courte, c'est la phase d'échange avec la personne sur sa situation. La phase d'investigation, qui va être le plus gros du travail, et la phase de conclusion, qui va être la conclusion de l'accompagnement et la définition du plan d'action pour la suite. Donc ça, c'est un dispositif qui est vraiment intéressant. Un salarié qui souhaite quitter son poste de travail et qui n'a pas idée de ce vers quoi s'orienter, le bilan de compétences est l'outil adapté pour travailler là-dessus. Il peut être financé par le CPF. Un bilan de compétences, ça coûte entre 1 200 et 1 800 euros maximum. Et l'employeur peut abonder, comme je le disais, le CPF pour permettre aux salariés de financer un bilan de compétences. La VAE, qu'est-ce que c'est? La VAE, c'est la validation des acquis par l'expérience. L'idée, c'est qu'un salarié qui occupe un poste depuis au moins 1 an sans pour autant avoir une formation associée à ce poste de travail peut, à la suite d'une VAE, faire reconnaître ses expériences professionnelles pour obtenir le diplôme associé au poste qu'il occupe. Donc, le parcours classique, c'est formation, examen, certification. Là, sur la VAE, on part du sens inverse. On part de l'expérience, une évaluation qui permet ensuite d'obtenir la certification. Il y a 2 grandes étapes. Donc, le premier, vous avez un dossier à remplir. Enfin, la personne a un dossier à remplir qui permet déjà de voir si elle est éligible à ce dispositif-là, s'il permet du coup, si la formation est éligible au dispositif VAE. Donc, en gros, le premier dossier, c'est vraiment déposer une demande de recevabilité pour savoir si le dossier peut être présenté. Et la deuxième étape, on est plus sur un travail de fond sur l'activité professionnelle. Dans ce travail de fond, le salarié va devoir justifier, argumenter, déposer un dossier en fait sur toutes les expériences qu'il a pu avoir et qui correspondent en fait, qui justifient quelque part de sa capacité à prétendre au diplôme en fait, simplement du fait qu'il ait l'expérience pour avoir le diplôme. Donc il y a un dossier à déposer, ensuite une mise en situation et un entretien devant un jury. 3 résultats possibles.
soit la personne n'a pas les compétences pour, et dans ce cas-là, la VAE est refusée, soit la personne a toutes les compétences, et dans ce cas-là, elle obtient le diplôme, la validation est validée, ou au contraire, la personne a quelques compétences qui prétendent du coup au diplôme, mais pas toutes les compétences pour. Dans ce cas-là, il y a une validation partielle de la VAE avec l'indication des compétences qui restent à acquérir. Et dans ce cas-là, cette personne-là pourra suivre des modules propres à ces compétences-là à acquérir pour obtenir le diplôme. Cléa, c'est quoi? On est dessus. Pardon, on est dessus. Ok. Cléa, c'est une certification qui est plutôt destinée généralement aux personnes qui sont sorties du système scolaire assez tôt. Ça leur permet en fait de faire reconnaître tout de même une partie de compétences. Ça peut être donc la communication en français, l'utilisation des règles de base en calcul, l'utilisation de l'informatique et du numérique, l'aptitude également à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe, en gros la capacité de travailler en équipe, l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel, la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie et la maîtrise des gestes et postures de l'hygiène et de la sécurité. C'est un outil qui est vraiment intéressant pour des personnes qui n'ont pas de formation, mais qui est assez peu utilisé, hélas. Pourtant, ça permet d'avoir quand même une petite reconnaissance pour des personnes qui n'ont pas eu de diplôme. Et du coup, ça vous permet aussi de vous assurer que les salariés que vous avez ont les bases attendues pour occuper l'activité. Quelles sont les aides possibles? Vous avez du coup les OPCO. Donc maintenant, il y en a 11. Depuis le 1er avril 2019, il y a 11 opérateurs de compétences, OPCO, chargés d'accompagner la formation professionnelle. Ils ont remplacé les anciens organismes paritaires collecteurs agréés, qui étaient auparavant les OPCA. Donc, avant, les OPCA avaient une mission de collecte aussi de taxes. Les OPCO n'ont plus cette mission-là, mais ils ont toujours la mission de vous accompagner sur les projets de formation, sur le plan de formation, etc. Donc, en gros, c'est géré par les partenaires sociaux, les OPCO. Donc, ils financent les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, aident les branches à construire les certifications professionnelles et financent, comme vous le disiez plus tôt, le plan de formation et entreprise de moins de 50 salariés. Donc, je ne vais pas tous les nommer, mais normalement, chaque secteur d'activité est rattaché à un OPCO. En ce qui me concerne, c'est Uniformation. L'OPCO 2I, pour ceux qui se posent la question, c'est le secteur industriel. Vous retrouvez assez facilement sur Internet les informations sur les OPCO et vous pouvez les contacter directement sur leur site pour leur poser des questions si besoin. On arrive du coup à la partie sur le conseil en évolution professionnelle. Donc, je l'ai abordé en filigrane un peu tout le long de notre échange. Le conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui à tout salarié et indépendant pour faire le point sur sa situation professionnelle. Et le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. C'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel, ce qui veut dire qu'un salarié qui vient nous voir pour un projet de formation, on ne vous préviendra pas qu'il vient nous voir, sauf si ce salarié lui-même souhaite qu'on aborde ce sujet-là avec vous. Ça m'arrive, par exemple, d'échanger avec des employeurs pour notamment la mise en place de certains dispositifs de formation. On a un devoir de neutralité et d'accessibilité et on est aussi également impartial dans les conseils et les alertes que l'on peut apporter. On ne tranche ni pour le salarié ni pour l'employeur, on informe simplement la personne. En fonction de la situation professionnelle du salarié, vous n'êtes pas orienté vers le même opérateur CEP. Pour les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants, vous allez être orienté soit BGE pour la Guyane, soit le groupement Évolution, soit le réseau EVA, Antea, Axis ou mon CEP.org pour la Réunion. Donc là, c'est vraiment pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Pour les cadres, c'est l'APEC qui s'en occupe, qui accompagne du coup les cadres. Pour les demandeurs d'emploi, sans surprise, c'est Pôle emploi qui a la mission du CEP. Pour les moins de 26 ans, c'est la mission locale qui en plus a des aides financières pour les jeunes. Donc, si vous avez des jeunes qui souhaitent suivre des formations, etc., c'est un dispositif intéressant à utiliser, c'est la mission locale. Et pour toutes les personnes en situation de handicap, vous avez Cap Emploi. Il y a de plus en plus d'échanges entre Pôle emploi et Cap Emploi sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour que vous ayez l'information. Donc voilà, à savoir, en fonction du statut professionnel de la personne, elle sera orientée, vous serez orienté vers un opérateur CEP différent.
Et pour les fonctionnaires, c'est encore différent. Je ne rentrerai pas dans le détail du coup. Quel est l'objectif du CEP? Donc, le CEP accompagne dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie à tes souhaits, qui peut, selon la situation, viser donc l'évolution professionnelle, le développement des compétences, la reconversion ou la transition professionnelle, la reprise ou la création d'activité, la certification professionnelle, la mobilité interne ou externe. Il peut aussi y avoir la préparation à un entretien professionnel, mais en toute sincérité, c'est très rarement le cas. Les gens que je rencontre, c'est généralement pour des projets de formation. Ils souhaitent se reconvertir professionnellement et ils ne savent pas comment, par quel bout prendre ce sujet-là et où trouver des financements. Donc, ils ne savent pas par quelle porte prendre ce problème-là. Et pareil, pour la création ou la reprise d'activité, c'est généralement les deux sujets auxquels je suis confronté sur le CEP, projet de reconversion et projet de création d'entreprise. Sur des projets mobilité interne, on va généralement rediriger les salariés vers leur employeur, puisque ça relève généralement de leur responsabilité, comme je le disais un peu plus tôt, de favoriser l'employabilité des salariés et de permettre leur évolution en interne. C'est un conseil qui est individualisé, adapté, qui permet à la personne d'exprimer sa demande et son besoin, parfois aussi sa souffrance. Ça arrive assez régulièrement, des personnes qui sont à bout et qui viennent nous voir parce qu'elles sont en grande difficulté sur leur poste et du coup, elles veulent avoir des conseils. C'est accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement, identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner sur les dispositifs de financement et sur les plans d'action. C'est un accompagnement qui est personnalisé, qui permet d'accéder à toute information utile à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité du projet. Ça permet aussi à l'issue de construire un plan d'action pertinent et être accompagné dans sa mise en œuvre. Il n'y a pas forcément toujours de solution miracle parfois. Hélas, on est un peu l'oiseau de mauvais augure et on confronte la personne au fait que son projet de formation n'aura hélas pas de solution facile et que ça va impliquer des sacrifices, soit en termes de temps, soit en termes de budget. Mais c'est aussi notre rôle du coup d'alerter la personne et d'expliquer en fait les possibilités qui s'offrent à elle. Pour cela, c'est assez simple, il suffit d'aller sur le site www.mon-cep.org pour prendre rendez-vous avec le CEP associé à votre région. Donc, comme je vous disais, on a un CEP qui est associé à chaque région, donc vous avez la possibilité de trouver le vôtre et de prendre contact avec eux assez facilement, donc soit par téléphone, soit par mail. Le délai de réponse est généralement assez rapide et dans ce cas-là, vous allez avoir un premier échange avec un conseiller qui fera le point sur votre situation et qui vous expliquera la suite. Donc là, c'est tous les contacts partenaires régionaux que vous pouvez mobiliser pour notamment des projets de formation. Merci pour votre écoute. Désolé du coup pour les problèmes techniques en début. Désolé aussi du fait que la prochaine, c'est le 11. 11 octobre, je n'ai plus en tête l'horaire. Il me semble que c'est sur le même créneau. Attendez, je vais vous le dire. Hop. La prochaine, elle sera le 11 octobre de 9h à 10h donc pour nous, et donc du coup de 14h à 15h pour heure métropole. Ça sera le même diapo. Donc pour ceux qui n'auraient pas assisté au début, je reprendrai les mêmes éléments. Et ceux qui viennent d'arriver sur la fin, ça sera l'occasion de reprendre depuis le début. Je ne sais pas en revanche si les replays sont disponibles et si vous avez accès au PowerPoint. Ça, je ne pourrais pas vous le certifier. Je ne sais pas du tout, je crois pas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ok, pas de questions. J'espère avoir été suffisamment clair et concis. En résumé, vous n'êtes pas seul sur les projets de formation, surtout pas. En tant qu'employeur, si vous avez des questions de la part de vos salariés, tournez-vous vers vos OPCO, tournez-vous vers le CEP, même si nous, on accompagne plutôt les salariés, on pourra déjà quand même vous donner un premier niveau de réponse. On préfère procéder ainsi et permettre la mise en place de projets de formation que du coup vous laisser démunis et que les projets de formation soient avortés. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers les sources d'information, vous en avez pas mal sur Internet et si vous avez des questions ou des doutes, tournez-vous vers votre opérateur de compétences ou vers votre chargé de formation si vous en avez un, généralement plutôt dans les grosses structures, ou vers votre conseiller en évolution professionnelle. On est là pour répondre à vos questions. Merci pour votre écoute et encore désolé pour les problèmes techniques en début. Bonne journée à vous. Au revoir.